Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse de distinguer les premières des secondes. Marc Aurèle. Et quand on s'intéresse à la théorie du neuroscientifique Carl Friston, quant à ce que c'est que la vie, ça rejoint quelque part ce que disait Marc Aurèle il y a quasi 2000 ans. Pour Friston, la vie ne serait que la capacité d'un organisme à minimiser la surprise à laquelle il va faire face à l'aide de l'information qu'il collecte. Chaque organisme tente de minimiser au maximum le caractère surprenant et incertain de ses expériences. Par surprenant, Friston entend ces expériences qui n'ont pas été rencontrées et surmontées auparavant par l'organisme ou ses ancêtres. Les expériences n'ayant jamais été vécues auparavant, ce qu'il appelle les surprises donc, peuvent être en toute logique très dangereuses. On ne sait pas réagir à ce qu'on ne connaît pas, et nous ne sommes jamais à l'abri d'une surprise ultime qui pourrait nous mener à la mort. Surprise, motherfucker! Pour minimiser cette surprise, qui est causée par l'écart qu'il y a entre ce que notre modèle du monde prévoit et ce que nous en percevons, un organisme vivant a en fait deux stratégies. Soit il met à jour ses modèles pour qu'ils soient alignés avec ce qu'il perçoit de la réalité, soit il fait en sorte que la réalité corresponde à ce que son modèle du monde veut et il intervient dans le réel pour que ça arrive, comme Marc Aurèle. Nous sommes des êtres vivants, donc à l'échelle individuelle, on a ces deux outils à notre disposition. Soit on met à jour nos modèles du monde, beaucoup en ce moment vu que rien ne semble vraiment se passer comme prévu, soit on intervient pour que l'avenir ne sorte pas trop de ce qu'on voudrait qu'il soit, à notre toute petite échelle. Et c'est de ce processus dont on va parler dans ce dernier épisode de cette série, Moloch, quand la tech nous submerge. Et pour illustrer ce processus, on a décidé de parler de nous. Tu vois, puis là, il faut vraiment que tu penses à toi, Blanche. Enfin, il faut vraiment que tu prennes du temps pour penser à toi. Tu donnes. Et tu respires quand? On n'est certainement pas des exemples, mais on s'est dit que ça pouvait quand même être intéressant de vous partager comment nous, à notre petite échelle, on gère toute cette situation super chelou qu'on a essayé de décrire dans les 5 derniers épisodes. Autrement dit, comment on essaye d'agir et de réfléchir pour s'adapter à cet énorme Bordel! Bienvenue dans le dernier épisode de la série Moloch, quand la tech nous submerge. C'est parti. Alors déjà, on tente de faire des choses qui nous semblent utiles. Des petites actions qui peuvent aider à maintenir notre super-organisme en vie, déjà sur le court terme, ou alors des actions qui ont une portée sur le plus long terme, quand notre super-organisme sera un peu plus mature. Ces deux grands axes, court terme et long terme, c'était l'un des thèmes de l'épisode précédent. Alors c'est très bateau à dire, mais du coup avec Victor on a la chance de pouvoir essayer de se construire un métier qui soit le plus aligné possible avec la vision qu'on vient de développer dans cette série. Et puis c'est également des choix de vie concrets qui permettent de pouvoir continuer à vivre comme un étudiant à 37 ans. 28 ou 30 ans, bon maintenant je m'en fous. Bon, c'était bien resté jusqu'à 35 ans chez ses parents alors. Mais du coup, perso, j'ai la chance de pouvoir me battre au quotidien, au travers de ma chaîne YouTube, mon blog, des interventions que j'ai la chance de faire ici ou là, pour un truc qui me tient vraiment à cœur, la lutte contre la polarisation politique. Cette polarisation et l'incapacité à se coordonner qui en découle, c'est une sorte de fil rouge de ma réflexion depuis pas mal d'années. Et quand je parle de polarisation, je ne parle pas uniquement de à quel point les idées sont différentes d'un camp à l'autre, mais surtout d'à quel point on a une mauvaise image de nos ennemis idéologiques. C'est cette polarisation-là qui semble exploser et c'est elle qui est extrêmement dangereuse. Radical left lunatics, maniacs and perverts had me indicted and arrested for no reason whatsoever. If we don't stop the radical left, America is dead. Quand on commence à considérer que les gens qui ont d'autres idées que nous sont essentiellement de plus mauvaises personnes, de plus mauvais humains que nous, les gens de notre groupe, il est aisé de tomber dans les mécanismes de déshumanisation et ça sent habituellement extrêmement mauvais. S'il y a bien un élément qu'on retrouve dans tous les drames humains, c'est la diabolisation puis la déshumanisation de l'ennemi, de celui qu'on s'apprête à supprimer. Et cette polarisation est actuellement exacerbée par des algorithmes qui ont déjà joué un rôle dans le génocide des Rohingyas au Myanmar, digne de la radio des 1000 collines à l'époque du génocide au Rwanda. Cette polarisation rend notre situation encore plus périlleuse et inextricable qu'elle ne l'est déjà. Minimiser le risque que des drames humains adviennent en évitant cette polarisation malsaine me semble aujourd'hui primordial et j'essaie, dès que j'en ai l'occasion, hop, dans cette vidéo, de le rappeler. Concrètement, tu fais comment ? Eh bien, j'essaie le plus sincèrement du monde de comprendre et de donner du crédit aux grands courants de pensée qui animent le monde et s'opposent. Et puis j'essaie de diffuser cette manière de voir les choses. Par exemple, je tiens à défendre l'idée selon laquelle vouloir que les choses ne changent pas trop vite, qu'on appellera grossièrement conservatisme,
n'est pas juste un réflexe stupide. Et je tiens à dire que vouloir que les choses évoluent et progressent le plus vite possible, qu'on peut grossièrement appeler progressisme, n'est pas simplement une envie naïve et idéaliste. Comme tout ce qui est organique, il s'agit pour la société de viser un équilibre qui est par définition inatteignable vu qu'il bouge aussi vite qu'on essaie de l'atteindre. Et la discussion entre conservateurs et progressistes, c'est simplement la société qui court après cet équilibre mouvant. Si vous êtes progressiste, quand vous écoutez des conservateurs, dites-vous qu'ils sont en charge de la pédale de frein dans la voiture sociétale dans laquelle nous sommes tous embarqués, et où vous voudriez mettre les gaz. Et imaginez maintenant ce que vous diriez d'une voiture sans pédale de frein. Peut-être qu'ils freinent trop, certes, mais heureusement qu'ils existent parce qu'une voiture sans frein... Et si vous êtes conservateur, imaginez maintenant une voiture avec juste le frein à main. I have an idea. What? Handbrake turn. You know how to do that, Dad? Hang on! Alors certes, on serait peut-être pas dans la merde comme on l'est aujourd'hui si on n'avait pas bougé du parking de départ, mais on ne serait pas là du tout en fait. À méditer. C'est ce genre de lecture du monde, qui je pense évite la polarisation, que j'essaie de diffuser au maximum. C'est en pensant super-organisme qu'on parviendra à lutter contre cette polarisation qui nous monte les uns contre les autres. C'est vraiment ce que j'essaie de faire quand j'interviens en école d'ingénieur ou bien dans n'importe quelle conférence ou encore tous les mois à l'Eureka Café où on fait beaucoup de vulgarisation scientifique et où j'organise tous les mois un pendant la bière. Pas obligé de boire la bière, hein. Et où vous êtes tous et toutes conviés. Bon, après, je vais pas vous mentir, si vous habitez à Toulouse, potentiellement c'est plus pratique. Les Pains dans la bière, c'est une soirée où on discute des derniers sujets sur lesquels j'ai travaillé, avec l'envie sincère de prendre du recul sur le fonctionnement du monde et en évitant à tout prix de tomber dans le syndrome du nous contre eux. Ah ok Zoro, et l'autre là, il a une mini-cape aussi? Eh bien oui Jean-Michel. Quand j'ai compris à quel point notre addiction aux écrans était un problème, j'ai commencé à me former en autodidacte, donc en lisant des livres, des études sur internet ou en regardant des vidéos. Mais bon, évidemment ça me suffisait pas complètement, il fallait bien que je fasse quelque chose de ces connaissances. Du coup j'ai commencé à créer du contenu, à produire des vidéos, et ça m'a vraiment permis de donner un cadre à mes recherches, d'approfondir mes connaissances et de partager tout ça aux gens qui étaient intéressés. Mais bon, il me manquait quand même quelque chose, et c'est le lien humain. J'avais envie aussi de m'engager dans des communautés physiques. Parfois on a peut-être tendance à l'oublier, mais il y a un monde réel au-delà d'internet et des livres. Et c'est ce que j'ai commencé à faire avec l'association Lève les yeux qui se bat pour créer des espaces de déconnexion, notamment dans les milieux scolaires. Donc ça m'a permis de rejoindre une communauté d'éducateurs passionnés, d'échanger, de réfléchir, puis d'agir en groupe et d'aider les jeunes à mieux comprendre le piège dans lequel ils se trouvent. Vu la complexité des problèmes auxquels on fait face, si on a une génération qui est uniquement biberonnée à TikTok, on va avoir du mal à les résoudre. Et puis intervenir auprès des jeunes, ça m'a aussi permis d'ancrer ma pensée dans le réel et de corriger certains biais que je pouvais avoir. Je pense que c'est très facile de se faire piéger dans une bulle de filtre sur internet et de se radicaliser dans des opinions qui ne tiennent pas forcément debout. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Est-ce que l'addiction aux réseaux sociaux chez les jeunes est un phénomène aussi terrible que je le pensais? Maintenant, je suis à peu près certain que oui, parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Désormais, j'ai une meilleure connaissance du problème et ça me permet de mieux informer mes choix pour la suite. Mais tout le monde va avoir sa manière de faire les choses. À aucun moment, on pense qu'on est des exemples à suivre, très très loin de ça. Il y a plein de choses à faire. Dans les choses qui s'inscrivent dans ce qu'on a dit, soit de maintenir le super-organisme humain vivant, soit de faire en sorte que quand on sera plus mature collectivement, on arrive à être coordonné de manière globale, il y a, par exemple, lutter pour une répartition des richesses plus juste à l'échelle du monde. Développer des technologies plus sobres en énergie. Promouvoir un prestige basé sur autre chose que la longueur de son yacht ou le nombre de vues sur YouTube. Faire la promotion d'un mode de vie plus sobre au travers de notre propre mode de vie. Se battre pour une taxe carbone plus équitable. Vous investir dans un projet avec d'autres cellules du super-organisme humain, par exemple et à tout hasard dans un projet où on tente de développer une brique d'un meilleur système informationnel pour ce même super-organisme. Et puis, donnez-nous les vôtres en commentaire. On peut faire une gigantesque liste de toutes les actions qui rentrent dans ce cadre et on les fera remonter dans les commentaires YouTube. Mais au-delà de l'action, si on veut minimiser la surprise, il faut qu'on revoie nos modèles individuels, qui ne sont plus vraiment adaptés au super-organisme actuel. Vu les bouleversements à venir, il faut qu'on développe de nouvelles manières de penser. Et nos manières de penser, elles sont ancrées plus ou moins profondément dans notre cerveau. Certaines peuvent venir du paléolithique, comme nos biais cognitifs, et d'autres sont plus récentes et proviennent de notre culture. Mais s'il est évident depuis déjà quelques générations que nous ne sommes plus au paléolithique,
il est assez récent que notre univers d'adulte soit aussi différent de celui dans lequel nous avons grandi. Parce que si on prend un Français de 1850 et un Français de 1880 par exemple, quelle différence au final dans son mode de vie quotidien, dans ses modes de communication, dans ce qu'il faisait de son temps libre, dans le mode de fonctionnement de la société autour de lui. Si on prend maintenant un Français de 1993 et un Français de 2023, la différence est stratosphérique. Pour le comprendre, il suffit de regarder un film de 1993. On a l'impression qu'il a été tourné dans une galaxie très lointaine. C'est donc logique qu'il nous soit difficile de suivre le rythme des changements sociétaux. Si on se sent noyé et dépassé chaque jour davantage, c'est peut-être juste parce qu'il y a effectivement une accélération. Peut-être que nous serons la génération la plus réactionnaire de l'histoire, juste parce qu'on n'arrivera pas à faire évoluer nos valeurs et nos modes de pensée assez vite. Et pourtant, il faudra bien qu'on essaie d'évoluer aussi vite que possible, parce qu'une partie de la solution réside dans le fait d'accepter certaines choses nouvelles qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne peut pas changer. On doit accepter qu'à la vitesse où le monde change, sans effort conscient de faire évoluer notre pensée, elle est vouée à devenir obsolète très rapidement. Perso, ça m'a pris énormément de temps d'accepter que la conviction de mes parents comme quoi chaque génération aurait nécessairement une vie plus confortable que la précédente allait peut-être s'avérer fausse. De la même manière, accepter qu'il n'y a pas forcément de solution aux problèmes mondiaux au sens où moi je l'entendais, ça n'a pas été facile du tout. Ces nouvelles manières de comprendre le monde changent forcément le rapport qu'on entretient avec notre existence. Personnellement, je me projette pas autant qu'avant. Et c'est peut-être un mal pour un bien. C'est peut-être l'un des rares avantages de notre époque. Comme la société ne nous promet quasiment rien, on est d'autant plus libre de sortir du chemin qu'elle a tracé pour nous. Lorsqu'il est évident que tu roules dans une impasse, c'est d'autant plus facile de prendre les sorties. Concrètement, j'aime bien me rappeler que nos parents nous ont éduqués pour être épanouis et réussir dans le monde qu'ils connaissaient. Dans le monde dans lequel eux ont évolué. Mais quels sont vos loisirs préférés en dehors de la musique? J'aime bien me promener, quoi. Baby-foot, les appareils électriques dans les cafés, non? Oui, jukebox, flipper. Or, ce monde a disparu. Et avec lui devrait disparaître une partie de ce qu'on pensait savoir. Plus que jamais, il faut être capable de prendre du recul par rapport à ce qu'on pense être normal. Et il faut arrêter, par exemple, avec les « ce produit est ridicule, ça marchera jamais ». Sinon, comment comprendre et accepter le succès de la trottinette? Le mode de transport le plus ridicule, toute époque confondue. Le trip le plus dingue de l'année, c'est probablement celui réalisé par Charlie Guyetan. Le Jurassien de 28 ans a tout simplement traversé l'Australie en trottinette. Et la même logique s'applique à pas mal d'idées, de valeurs et de stratégies qu'on pensait immuables. Contrairement à ce que pensaient nos parents, peut-être qu'avoir un CDI d'ingénieur ne va pas garantir l'accès à une retraite dorée en 2050. Et on va devoir en oublier des choses qu'on pensait savoir. Look right here. Et enfin, dans un monde aussi cognitivement chargé que le nôtre, où on est bombardé d'informations en permanence, Marc Aurèle aurait peut-être rajouté un bout à sa phrase. Juste après « accepter ce que tu ne peux pas changer », il aurait peut-être complété en disant « et accepter de passer à côté de plein d'informations ». Pour notre santé mentale, il est aussi important aujourd'hui d'avoir une hygiène cognitive rigoureuse qu'il était important d'être athlétique au paléolithique pour éviter de servir de casse-croûte à la faune environnante. Ralentir, sortir du vortex accélérateur qui rend fou est une question d'hygiène mentale de base. Une vraie guerre est menée pour capter notre attention, or notre attention c'est probablement ce qu'on a de plus précieux. Accorder l'attention que je veux à ce que je veux et non pas me laisser capter mon attention par tout un tas de choses qui m'aimantent. Ouais, enfin bon, je vois pas trop de philosophie là-dedans. Quand j'essaye de saisir la gravité des problèmes auxquels on fait face, bon bah parfois ça me rend un petit peu anxieux. J'essaye de contrebalancer cette anxiété en me développant mentalement. Autrement dit, j'essaye de bâtir ma petite forteresse intérieure. Et il y a une philosophie qui m'aide beaucoup là-dedans, c'est le stoïcisme. C'est une philosophie extrêmement pratique qui peut s'intégrer à notre quotidien. Dans les idées fondamentales du stoïcisme, il y a l'idée qu'il faut se concentrer sur ce qui est en notre contrôle. Ce qui est assez soulageant dans un monde où un individu sur 8 milliards, mathématiquement, ça ne pèse pas grand-chose. Le stoïcisme souligne aussi l'importance de développer une résilience psychologique. On pourrait appeler ça l'hormèse cognitive. L'hormèse, c'est l'adage scientifique de « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Get him a chair, Holmes. Nah, man. I'm gonna sit gangster. But Carlito, it doesn't look like it's comfortable, man. Why don't you just sit in the chair? I never sit in no chair, essay. You never ever gonna catch me sitting in no chairs. Quand on soumet un organisme à une certaine dose de stress, par exemple en faisant des pompes ou en prenant une douche froide,
eh bien on rend cet organisme plus résistant. Et l'hormèse, ça fonctionne pour le corps, mais aussi pour l'esprit. C'est en faisant travailler notre cerveau, en se confrontant à des lectures difficiles, ou en réajustant nos attentes de la vie. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Qu'on devient plus solide et qu'on se prépare à l'imprévisible. Ça m'amène à un livre qui d'une certaine manière est une leçon de stoïcisme, Man's Search for Meaning par Viktor Frankl. Frankl était un psychologue prisonnier à Auschwitz et il raconte la vie dans les camps. L'immersion dans un univers concentrationnaire, c'est pas la même ambiance que la bande-annonce du dernier Barbie. Dans son livre, Frankl raconte l'histoire d'un condamné à mort. Dans l'histoire, alors que le condamné à mort est conduit à l'échafaud, eh bien il décide de relever la tête et esquisse un sourire, comme s'il avait choisi de mourir dans la dignité. Ce que nous dit Frankl, c'est que même dans la situation la plus désespérée, il reste une dernière liberté à l'homme, celle de choisir comment il y réagit. Et personnellement, je trouve le message hyper puissant. Je ne suis pas responsable de la métacrise, mais je peux choisir la manière avec laquelle j'y réponds. Ça n'est pas de ma faute, mais c'est ma responsabilité d'y réagir avec dignité. En tout cas, c'est une philosophie qui fait sens pour moi. Et sinon, dans ma boîte à outils, il y a une réflexion que j'aime bien me faire. Pour trouver une forme d'apaisement dans la vie, j'essaye paradoxalement de penser à la mort. On passe une bonne partie de notre vie à tenter d'oublier la mort, que ça soit à travers le travail ou le visionnage de la dernière saison des Ch'tis. Les Ch'tis sont là! Yes! Les Ch'tis repartent à l'aventure. Et c'est vrai qu'être conscient qu'un jour nous allons mourir, c'est le problème fondamental des humains depuis au moins quelques dizaines de milliers d'années. Le problème, c'est qu'on a peur de mourir. On a tellement peur de mourir et on a tellement besoin de trouver une explication au fait qu'on est sur cette planète et qu'on sait que notre existence va s'arrêter, qu'on met en place tout un tas de stratégies pour se protéger. La modernité nous a simplement permis de détourner autant que possible l'attention de ce fait insupportable. Moi, j'ai toujours été terrorisé par la mort, et je le resterai probablement ma vie durant. Mais c'est vrai qu'un peu comme Victor, ça me conforte aujourd'hui de me dire au pire on meurt, au mieux on mourra aussi. Ah oui, c'est du très très lourd ta philosophie là. Alors bien sûr, je suis conscient que ce genre de courage s'envolera dès que je serai en face d'un véritable risque. Mais ça a l'intérêt de m'aider à mieux vivre mon éco-anxiété dans mon quotidien, pour l'instant sans risque, et c'est finalement déjà pas si mal. Bah moi aussi je trouve que c'est intéressant de penser à la mort, mais pour une raison un peu différente. Personnellement, j'appelle ça la philosophie du judo. C'est une philosophie qui soutient que chaque situation, aussi terrible soit-elle, peut être retournée à son avantage. Et quelle situation plus grave et dramatique que la mort? Au premier coup d'œil, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Mais en fait, je trouve que c'est un peu plus nuancé que ça. Comme le raconte Ernest Becker dans son essai Le déni de la mort, prix Pulitzer et je pèse mes mots, véritable chef-d'œuvre, c'est en voulant réprimer notre angoisse de la mort que nous cessons d'être pleinement vivants. Comme quand on cède aux sirènes du divertissement illimité avec un bon vieux Yes! Les Ch'tis repartent à l'aventure. A l'inverse, quand j'arrive à conscientiser ma propre mortalité, ça a tendance à rendre ma vie plus belle et significative. La mort, c'est l'aphrodisiaque de la vie. C'est parce qu'on se dit que ça va pas durer très longtemps qu'il faut justement vivre avec considération. Alors quand je pense à la métacrise, souvent ça m'angoisse, mais parfois ça m'aide aussi à me souvenir de la finitude des choses, et ça rend le moment présent beaucoup plus beau et intense. C'est une manière de faire une prise de judo à l'angoisse existentielle. Retournement, brisure, tac, petit coup, tac, tampon. Et pour finir cette partie, je terminerai avec cet extrait du livre Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Remplis-toi les yeux de merveille. Vis comme si tu devais mourir dans 10 secondes. Regarde le monde. Il est plus extraordinaire que tous les rêves fabriqués ou achetés en usine. Ne demande pas de garantie. Ne demande pas la sécurité. Cet animal-là n'a jamais existé. Alors c'est un peu délicat de recommander des trucs qui permettent à d'autres que nous d'accepter le monde tel qu'il est et de se sentir mieux psychologiquement. Donc on va se contenter de dire qu'en tant que cellule dans un super-organisme en crise, c'est un peu normal de pas être tous les jours au top. Si ces sujets vous mettent dans le mal, commencez peut-être par arrêter de regarder des vidéos qui vous mettent dedans, aussi justes et pertinentes qu'elles puissent vous sembler. Et si vraiment votre éco-anxiété est hors de contrôle, eh bien il faut pas hésiter à aller consulter des professionnels, ils sont clairement là pour ça. Et puis surtout, il ne faut pas forcément être constamment en mission pour sauver le super-organisme en mode je sauve le monde en solitaire. On a aussi une petite vie de cellules à mener. Parce que oui, il faut pas oublier de vivre dans cette histoire. Et on peut tout à fait le faire de manière à peu près alignée. Parce que c'est hyper important de se dire qu'on va pas non plus passer notre seule chance de vivre à nous flageller.
c'est pas forcément notre responsabilité d'être arrivé au moment où le super-organisme Société Humaine Globalisée tente de se jeter du 112e étage pour voir si peut-être il va rebondir. Par contre, c'est pas une raison pour se dire perdu pour perdu, allez je déménage à Dubaï et j'empile mes Maserati comme mon petit neveu empile les Lego. Alors déjà parce que surconsommer c'est quelque part participer à un crime planétaire. Et puis ensuite, parce qu'en vrai, individuellement, ça ne sert pas à grand chose. Déjà parce que ça s'empile très mal les Maserati, et puis parce que regarder des types comme Andrew Tate ou Oussama Ammar, il me semble pas non plus respirer la sérénité et la joie de vivre. Je suis un connard. Tu fais quoi? Moi, pour me faire décroître, il va falloir y aller. Parce que moi, le jour où tu vas me dire, en fait, t'as pas le droit de prendre ton avion pour aller bouffer une entrecôte Wagyu au Japon. La vie, ça n'est de toute manière que de la gestion de contraintes. Que tu ailles à Tokyo en jet pour te baffrer de bœuf Wagyu, ou bien que tu te fasses convaincre par un pote de faire Amsterdam-Stockholm en vélo, je pars demain et je suis vraiment pas prêt. Bref, au final, la question est comment tu vas réagir à ce qui t'arrive. Les bons et puis surtout les mauvais événements. À mon avis, c'est le moment de refaire le pari de Pascal version sobriété. Pour celles et ceux qui connaissent pas, le pari de Pascal se formule de la manière suivante. Pour Pascal, il est rationnel de choisir de croire en Dieu. Si Dieu n'existe pas, rien ne change vraiment. Ni pour le croyant, ni pour le non-croyant, ils mènent leur vie et ils meurent. Par contre, si Dieu existe, le croyant gagne tout, c'est-à-dire le paradis, tandis que le non-croyant va en enfer pour l'éternité. Il serait donc plus avantageux et rationnel de croire en Dieu. Eh bien, autant pour Dieu c'est pas trop mon truc, autant je trouve ce raisonnement appliqué à la sobriété plutôt pertinent. Entre quelqu'un qui mène une vie plutôt sobre et quelqu'un qui a un bon petit bilan carbone, l'écart en termes de bonheur est sincèrement inexistant. Mais par contre, dans un cas, tu participes à ce que le super-organisme reste vivant, et dans l'autre, bah, moins. Et puis quand on vit dans une certaine sobriété, on construit son bonheur sur un confort matériel qu'on a plus de chances de maintenir au cours de notre vie. Si ton bonheur dépend aujourd'hui du fait de prendre l'avion tous les 4 matins, tu risques de sentir passer la décennie qui vient. Dit autrement, le pari de Pascal de la sobriété, ça revient à comprendre que dans un monde où tout est interdépendant, être égoïste intelligemment revient à être altruiste. Personnellement, agir en adéquation avec mes valeurs me semble être la meilleure solution, que ce soit égoïstement pour moi ou altruistiquement pour les autres. Par exemple, c'est pas forcément le truc le plus fun du monde d'être végétarien. Ah! What in the devil's name is this? Portobello mushrooms. Where's the steak? Oh, there's no steak. That's a healthier option. It's organically grown. Oh. You okay? Whoa, whoa, whoa. Mais je sais que si je cédais à la viande, avec la compréhension que j'ai de l'élevage animal, du genre l'élevage qui est en train de détruire l'Amazonie et qui met plus d'animaux dans des fermes d'usines qu'il n'y en a dans la nature, et bien même si j'apprécie beaucoup le bœuf, eh bien je me sentirais quand même moins bien si j'en mangeais. Et paradoxalement, je trouve une vraie forme de liberté dans cette contrainte. Comme dit Kant, la liberté relève de l'obéissance à une loi que l'on sait soi-même créer. Et puis du coup, au-delà d'être en accord avec ma petite personne, eh bien globalement, c'est bien pour la planète et pour les animaux. Tout ceci étant dit, c'est le moment de clôturer cette série. On espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous aimeriez qu'on développe de nouveaux concepts ou bien d'autres qu'on aurait fait qu'effleurer et dans quelle direction. N'hésitez pas non plus à nous demander de venir en parler, que ce soit à Toulouse pour Jean-Loup, à moi sur Marseille ou à Paris pour les deux. Et si vous avez envie de volontairement devenir plus sobre, sachez que le bilan carbone est corrélé à votre pouvoir d'achat. Donc si vous voulez vous débarrasser d'une partie de ce dernier et que vous savez pas trop comment vous y prendre, on a 2 Tipeee, Victor et moi, qui gagneraient à être un peu moins sobre. Et sur ce, on vous souhaite à tous un magnifique été. Ciao ciao.